7h35, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national et député RN du Nord. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Nous entrons dans une nouvelle ère. Il va falloir prendre des décisions sans précédent face à la menace russe. Voilà ce que disait le chef de l'État hier soir dans son allocution. Il demande à toutes les forces politiques de faire des propositions. Est-ce que vous allez accepter de rentrer dans cette démarche du chef de l'État ? Mais nous sommes des gens constructifs. Nous considérons que, oui, faire des propositions pour l'avenir de la France, c'est même ce qui guide notre action. Et si Emmanuel Macron découvre aujourd'hui que la France doit retrouver de l'indépendance et de la puissance, ça passe par un certain nombre de choix politiques forts à faire, eh bien, tant mieux s'il le découvre. Mais ça fait des années qu'on lui dit que la France doit être puissante et indépendante. Quand il dit donc, Sébastien Chenu, nous sommes dans une nouvelle ère, l'innocence des 30 dernières années révolue, on est face à des changements irréversibles, face à cette menace russe qui nous touche, Européens et Français, vous partagez le constat ? On va y venir, mais enfin, chaque ère est une nouvelle ère. Enfin, tout ça, c'est des lieux communs. C'est comme, vous savez, il y a un jour avant, un jour après. Oui, bon, d'accord. Il y a toujours un jour avant, un jour après. Il y aura un jour après notre émission, il y avait un jour avant. Simplement, ça passe par des choix politiques. Une France indépendante, une France forte, c'est l'abandon, par exemple, du Green Deal. Vous savez, toutes ces normes supplémentaires qui asphyxient. C'est le pacte européen qui prévoit des normes environnementales. L'abandon, ou en tous les cas, une vaste réforme du marché européen de l'électricité, pour qu'on puisse, de façon en matière d'énergie, reprendre la main sur le contrôle de notre énergie, celle que nous produisons à un faible coût plutôt que d'acheter de l'énergie. Vous faites entre le pacte vert et le marché de l'électricité c'est ça, la France puissante. Et la défense de l'Ukraine. Mais monsieur Gindre, c'est ça la France puissante. Le fait d'avoir une France qui soit indépendante et puissante et non pas soumise, parce que c'est probablement ce qui nous différencie d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir une France qui puisse non pas subir les leçons des autres, subir les pressions des autres, mais au contraire parler d'une voix forte. Pour cela, il faut des leviers en matière de politique nationale. Ça veut dire que vous reconnaissez, comme le dit le chef de l'État, qu'il faudra de nouveaux choix budgétaires, autrement dit des efforts budgétaires pour dépenser davantage pour nos armées. Non mais nous avons demandé depuis très longtemps que le budget de la défense passe à 3% du PIB. Ça veut dire comme quoi ? le dit le président aujourd'hui. Non mais d'accord, mais il nous a combattu là-dessus. Non mais j'aime bien Emmanuel Macron. Il a augmenté largement le budget de l'armée. Il nous a combattu sur les chiffres. D'ailleurs, pas lui uniquement. D'ailleurs, la gauche aussi largement, puisque la gauche ne veut jamais mettre 1 euro de plus en matière de défense. Mais nous, ça fait des années, parce qu'on a cette cohérence, que nous considérons qu'il faut faire porter l'effort. Alors 3% du PIB, ça veut dire 25 milliards de plus à trouver. Et ça ne se trouve pas en une année, évidemment. Comment ? Quand on dit créer un livret d'épargne spécial, contracter un emprunt européen, se tourner vers les investisseurs également. Il a dit d'ailleurs, hier Emmanuel Macron, il dit des financements privés et publics. Où est-ce qu'on va prendre l'argent ? L'argent des Français doit bénéficier à la défense des Français. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que tant qu'on ne définit pas le périmètre, on ne peut pas définir le mode de financement. Si Emmanuel Macron veut faire un pas de plus vers la défense européenne, nous ne sommes pas d'accord. Nous considérons qu'il faut faire un pas de plus vers la défense française. D'abord, vous dites défense des Français, pardon, pour être très clair, ça veut dire l'argent français ne doit pas servir, par exemple, à aider les Ukrainiens, ni à protéger les pays. Ça, c'est autre chose. La défense de l'Ukraine, et notamment le fait de pouvoir envoyer du matériel défensif, nous l'avons toujours soutenu et nous considérons qu'il faut aider l'Ukraine. Ça, c'est autre chose. Le budget de la défense française doit être financée par de l'argent français au bénéfice des Français. Il y a des économies à faire, probablement. Par exemple, l'Agence européenne de défense, ça fait partie de toutes ces structures sur lesquelles on peut faire des économies. Il y a des choix budgétaires forts en matière de défense. Je pense au SCAF, ou en tous les cas, ce qu'on appelait l'avion du futur, le char du futur, sur lesquels il peut y avoir des débats et des sources d'économies. Mais, je le répète, les Français doivent disposer d'une défense nationale propre pour défendre leurs intérêts. Je fais une incise à ce sujet. Concernant la défense française, hier, le chef de l'État a tenu à revenir sur la dissuasion nucléaire. Il dit très clairement « J'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection de nos alliés du continent européen », mais il précise « La décision a toujours été et restera entre les mains du président chef des armées ». C'est très clair, on ne partagera pas la décision. Est-ce que vous dites parfait dans ta... Non, mais c'est très clair. Enfin, ça le devient. Parce que le problème, c'est que c'est jamais très clair avec Emmanuel Macron. Mais ce dont il parle, c'est de partager une défense nucléaire avec des Européens. Ça veut dire, quelque part, en réalité, faire un pas de plus vers une défense européenne. Et Emmanuel Macron, en faisant peur aux Français, en nous disant Vladimir Poutine est aux portes de Paris.
C'est quand même... D'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dénoncer. Hein. J'entendais des grandes voix, notamment Hervé Morin. Contester le fait que la Russie soit une menace pour les Européens et la France ? Non, mais c'est une menace parmi d'autres. Je pense que la première menace sur le sol français, c'est l'islamisme, c'est le terrorisme islamique. Ça, je pense que c'est une menace qui est déjà sur notre territoire. Avoir un peu de nuance et dire qu'il y a et l'une et l'autre menace. J'ai dit c'est une menace parmi d'autres, mais ce n'est pas la menace principale. Hervé Morin, l'ancien ministre centriste de la Défense, dit que effectivement Emmanuel Macron va beaucoup trop loin. Henri Guénaud le dit aussi. Bien entendu qu'Emmanuel Macron... Sébastien Chenu, il n'y a aucun risque, selon vous... J'ai dit... Je finis juste. Aucun risque que Vladimir Poutine poursuive à terme son offensive. Vous n'y croyez pas un instant? Je ne crois pas que Vladimir Poutine... Il va s'arrêter là où il est... de Paris. Non, je ne parle pas de Paris, je vous parle de l'Ukraine. La Pologne, la Roumanie, la Moldavie. Non mais je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout à ce scénario. Et je pense qu'en réalité, Emmanuel Macron joue sur les peurs. Il l'a déjà fait. On l'a vu au moment du Covid, on l'a vu à d'autres moments de notre histoire. Il joue sur les peurs. Pourquoi? Pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Comme ça, pendant ce temps-là, on ne parle plus d'immigration, on ne parle plus d'insécurité, on ne parle plus des finances publiques de la France, on ne parle plus du Mercosur qui tue nos agriculteurs. On ne parle plus de tout ça. Et on dit aux Français, attendez, c'est bientôt la guerre face à la Russie, ayez peur, faites confiance à votre bon président Macron qui va vous protéger. Tout ça est une honte parce qu'il utilise le drame de l'Ukraine pour finalement faire avancer un agenda fédéraliste dont ne veulent pas les Français. Les Français ne veulent pas plus d'Europe. Vous dites qu'il utilise le drame de l'Ukraine. Oui. Pardon, vous pouvez le contester politiquement. Vous ne croyez pas à la sincérité du chef de l'État dans la volonté de défendre les Ukrainiens, il y a des morts tous les jours, et de défendre l'intégrité de l'Europe? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'est pas très bien pris. Marine Le Pen propose depuis des années maintenant qu'on puisse aller vers une conférence de paix. Pendant des années, on s'est moqué de nous. On a dit à Marine Le Pen, enfin, vous renoncez, enfin, c'est la défaite, l'esprit de défaite qui vous habite, etc. Et aujourd'hui, j'entends Emmanuel Macron, quelque part, c'est une certaine forme d'hommage du vice à la vertu, qui dit oui, il faudra aller vers une conférence de paix qui mobiliserait tous les acteurs. Parfois on varie. Samedi au Salon de l'Agriculture, Marine Le Pen dit des frictions dans le bureau Oval, c'est assez normal. Mardi dans le Figaro, elle dit c'est condamnable cette brutalité de la décision américaine de geler l'aide militaire à l'Ukraine. En 3 jours, on est passé d'une position à une autre. Je mélange deux choses, oui. D'abord, des frictions, c'est normal. Il y en a eu tout au long de notre histoire. Souvenez-vous, De Gaulle et Roosevelt, des frictions, il y en a eu, et dans des termes qui n'étaient pas toujours très, très choisis. Donc il n'y a pas d'embarras du RN. Il y a toujours eu des frictions. Non, il n'y a pas d'embarras du RN. Alors pourquoi hier avoir annulé une conférence? Maintenant, Marine Le Pen a l'honnêteté de dire qu'effectivement, quand l'Ukraine est dans cette situation et que Trump met cette pression-là, c'est pour le moins gênant. Parce que l'Ukraine est un pays qui est au bout du rouleau. Et donc quand Trump les secoue de cette façon-là, oui, c'est gênant devant le monde entier, oui, c'est gênant. Mais ça fait partie de ces échanges diplomatiques qui sont faits au vu de tout le monde. Mais sur le fond, vous êtes plus dans la stratégie diplomatique, vous êtes plus proche de Trump que de Macron, si je comprends bien. Non, mais Trump, il cherche à faire avancer ses intérêts. Qui est celui qui ressemble le plus à votre position? Mais aucun. La France doit d'ailleurs avoir une position indépendante et équidistante. Trump, il cherche à faire avancer ses intérêts, les intérêts des Américains. Il l'a dit en se faisant élire, il n'y aura plus un rond, plus un dollar. Qui a le plus de chances de faire aboutir la paix, selon vous? Mais c'est la France qui peut être moteur là-dedans. C'est-à-dire que lorsqu'on accepte de mettre, ou lorsqu'on travaille à mettre autour de la table des gens qui se détestent et qui se font la guerre pour trouver une solution diplomatique, alors on est utile. C'est ce que nous plaidons, et vous pouvez le reconnaître avec nous, avec beaucoup de cohérence depuis le début du conflit. Dans cette recherche de la paix, Volodymyr Zelensky, qui sera à Bruxelles aujourd'hui, est un obstacle à la paix ou un faiseur de paix? Non, Vladimir Zelensky n'est pas un obstacle à la paix. Il défend les intérêts de son pays. Et il a raison de le faire. Il est le président ukrainien qui défend son pays. Il n'est pas un obstacle à la paix, il sera un des acteurs de la paix. Et il est à sa place à Bruxelles aujourd'hui au Conseil européen? Il est à sa place lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de l'Ukraine. Merci Sébastien Chenu.